Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, nous avons décidé de consacrer cette matinale à l'information. L'information comme élément majeur de la vie démocratique, ça n'est pas véritablement une nouveauté. Et l'information par ces temps de campagne présidentielle, avec aussi de nombreuses polémiques liées au fait que soit apparue notamment une chaîne d'information continue possédée par un oligarque, mais avant cela, peut-être évoquer ce que les Français veulent en matière d'actualité politique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité deux sociologues, Luc Boltanski et Arnaud Esqueré. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous publiez « Qu'est-ce que l'actualité politique » aux éditions Gallimard, une enquête que vous avez menée notamment à partir des commentaires qui ont été adressés au journal Le Monde par des lecteurs abonnés. Mais avant d'évoquer cela, Arnaud Esqueré, qu'est-ce que les Français veulent en matière d'information? Qu'est-ce que votre enquête vous a permis de déterminer sur ce que les individus, finalement, veulent apprendre lorsqu'on leur parle d'actualité politique? Alors, je ne sais pas si les Français sont différents d'autres peuples en matière de vouloir quelque chose sur l'actualité, mais ce qu'on veut quand on face à l'actualité, c'est avoir des informations qui soient le plus passionnantes possible, mais en même temps, il faut que ces informations soient aussi vraies, donc que les faits soient vrais. Et ce qui ressort de notre enquête, c'est au fond la richesse et la diversité de chacune et chacun quand on commente l'actualité, c'est-à-dire en fait la capacité critique que chacune et chacun a face ou quand il prend connaissance des faits qui sont offerts par les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des demandes très diverses. À la fois, donc, on veut quelque chose de passionnant, c'est-à-dire de divertissant et quelque chose de vrai. C'est une sorte de tension que vous avez mise en évidence, Arnaud Esqueré. Alors, ce n'est pas une tension qui ressort spécifiquement de ce livre, mais que j'ai pu faire dans des travaux antérieurs. Mais si vous voulez, il y a une tension entre le fait de capter l'attention. Il faut bien que l'attention soit captée. Donc, ce qui est capté par l'attention, c'est le fait que le fait soit le plus spectaculaire possible ou le plus extraordinaire. Et c'est le cas, évidemment, des événements, c'est-à-dire et en même temps, ça entre effectivement en tension avec le fait que il faut que ces faits soient vérifiés, soient avérés, soient recoupés, et donc il y ait une vérité des faits. Luc Boltanski, le regard du sociologue que vous êtes sur l'actualité telle qu'elle est servie et puis telle qu'elle est perçue par les lecteurs du Monde, mais aussi les Français en général. Écoutez, au fond, une de nos surprises en entreprenant ce travail, ça a été que l'actualité, qui est absolument centrale dans nos sociétés. Une amie anthropologue nous disait « Vous avez analysé ce que chacun nous fait, un peu comme les anthropologues analysent les Dambikvara quand ils vont chasser. C'est ce qui est le plus naturel. Nous nous réveillons le matin en vous écoutant, ou en écoutant certains de vos collègues. Nous prenons nos informations sur France 24 sur le téléphone. Nous achetons des journaux. C'est absolument central. Et qu'est-ce que c'est pour nous ? C'est plus que les médias, puisqu'ensuite nous en parlons entre nous. Nous sommes nous-mêmes des créateurs d'actualité. Quoi, tu ne sais pas que, tu n'as pas lu que, tu ne vois. Et ça nous donne accès, avant tout, à ce qui nous est inaccessible. L'actualité nous jette dans un monde qui est présenté comme étant le nôtre au sens large, c'est un problème d'échelle, mais qui est à une autre échelle que celle où se situe notre vie quotidienne. Nous avons repris la notion habermasienne de monde vécu, et un élément central, c'est cette tension entre le monde vécu et l'actualité dans la formation des comportements politiques. Mais alors, justement, c'est un reproche qui est traditionnellement apporté à l'actualité. L'actualité est différente de ce que vivent les individus, ou alors on essaye de faire croire aux individus qu'ils vivent autrement qu'ils ne vivent. Bref, il y a toujours ce débat pour savoir si l'information, elle informe les individus ou si elle les façonne dans une manière de penser, Luc Boltanski. Alors, votre remarque est tout à fait juste, parce que c'est un peu comme le capitalisme, l'actualité. Vous savez, on connaît le capitalisme avant tout par la critique du capitalisme. Ça a été nommé capitalisme par la critique. Mais l'actualité
a fait de la part des sciences sociales, et spécialement des historiens, avant tout l'objet d'une critique. C'est ce qui est superficiel, c'est ce qui est menteur, c'est ce qui trompe. Nous avons essayé de prendre ce problème sérieusement, c'est-à-dire en distinguant dans l'actualité, d'une part en considérant qu'il n'y avait pas d'actualité sans sélection, puisqu'il se passe dans le monde qu'on traite comme une sorte de tohu-bohu, des centaines de millions de choses et d'événements à chaque instant qui pourraient être sélectionnés. Et d'autre part, en prenant au sérieux le travail de garantie des journaux ou des médias en général les plus notables, comme le New York Times ou Le Monde ou France Culture, et en distinguant nettement deux opérations, la constitution des faits et la formation des interprétations. Et donc, nous avons repris une position réaliste, en nous inspirant du renouveau d'une philosophie réaliste, de façon à considérer que la phrase attribuée à Nietzsche, qui n'a, paraît-il, jamais dit « il n'y a que des faits, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations », était fausse, qu'il y avait bien des faits, c'est-à-dire des choses matérielles, constatables et contrôlables par le recoupement des informations. Qu'en pensez-vous, Arnaud Esqueré? Parce que il y a bien souvent un présupposé, effectivement, que les faits ne sont que des choses faites, fabriquées, qu'il y a un certain nombre de biais et que le biais est un caractère pratiquement indépassable dans le domaine de l'actualité, ce qu'on appelle l'agenda médiatique. Il y a une sélection qui est opérée dans la masse des faits qui surviennent partout en même temps. Et donc la critique porte en général sur la sélection pour la contester et en proposer une autre. C'est cette critique qui est en général la matrice d'une critique adressée aux médias en proposant, en contestant cette sélection et en disant il faudrait hiérarchiser autrement l'information. Donc la critique porte principalement sur cette hiérarchisation de l'information et de la sélection parce que nous avons des capacités d'attention limitées. Nous ne pouvons pas prendre connaissance de tout. Nous avons aussi un temps d'attention limité pour prendre connaissance de l'information. Cela étant dit, ce qui ressort de l'enquête que nous avons menée, c'est que chacune ou chacun d'entre nous n'a pas la possibilité de mener soi-même une enquête. Donc il faut bien pouvoir faire confiance aux journalistes qui mènent des enquêtes et comme l'information se recoupe ou est recoupée, on peut avoir confiance dans les faits qui sont livrés. Mais par contre, ce qui peut être contesté, c'est l'interprétation des faits. Et ça, très souvent, quand un fait est délivré, notamment dans un article de journal, par exemple, vous délivrez le fait et en même temps, vous en délivrez une interprétation. Donc, quelqu'un qui prend connaissance de l'information va dire « Ah oui, mais non, mais en fait, il faudrait l'interpréter différemment. » Et très souvent, d'ailleurs, quand l'information est délivrée, il y a un autre phénomène qui est que la personne se place ou se situe en position d'infériorité par rapport aux journalistes. Et en fait, contester l'interprétation et en formuler une autre permet en quelque sorte de se grandir et de se placer en position au-dessus d'une certaine manière. En fait, il n'a rien compris à la manière dont il fallait interpréter le fait et je vais en proposer une autre, ce qu'on appelle un dédoublement de position, c'est-à-dire à la fois en dessus et au-dessus. Et très souvent, en fait, la manière dont c'est fait utilise l'ironie. C'est-à-dire on commente de manière ironique la manière dont l'information a été délivrée par un ou une journaliste. Du point de vue sociologique ou plus exactement social, Luc Boltanski, est-ce qu'il y a des demandes différentes également d'informations en fonction donc des différentes personnes qui composent le social? Quand vous parlez des différentes personnes qui composent le social, vous faites référence à une sociologie que dans notre jargon nous appelons classique, qui se base sur l'idée d'une structure sociale, fondée sur, au fond, ce qui figure sur les cartes d'identité, l'âge, la profession, le genre, etc. Le point de vue que nous avons voulu adopter était un peu différent, c'était de traiter la relation à l'actualité et l'actualité en termes de processus. Et évidemment, en termes de processus temporels. Si vous voulez, la plupart on peut imaginer que la plupart des gens, si ce n'est tout le monde, y compris les malades d'ailleurs, y compris les gens enfermés, sont projetés dans l'actualité.
Alors, est-ce qu'il y a des différences de personne à personne? Bien évidemment, mais ça nous amènerait sur le deuxième pan de notre enquête, parce que notre enquête a mis en rapport deux éléments. D'une part, la mise en actualité, et d'autre part, la politisation. Et l'a fait depuis un point de vue particulier, qui était celui d'une analyse des commentaires faits par les lecteurs du Monde numérique, mais également par des lecteurs d'autres médias, notamment de INA Actualité. Et on peut, à partir de là, quand vous avez une mise en actualité qui est politisée, vous avez évidemment différents groupes de gens qui se forment en fonction d'opinions politiques, et vous avez une manufacture des opinions. Alors la politisation, puisque c'est ce à quoi on assiste, notamment dans une campagne présidentielle, Luc Boltanski, qu'en dire? Eh bien, la politisation, elle est en rapport, si vous voulez, la sociologie le plus souvent met la politisation en rapport avec le monde vécu. Voilà, comme on vit ceci, on pense cela, etc. Nous pensons que c'est sous-estimer le rôle de l'actualité, précisément, dans les processus de politisation qui s'ancrent, qui s'articulent largement à des événements d'actualité qui apparaissent maintenant et qui doivent être connus. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par politisation? On peut entendre un processus qui est absolument central dans la vie démocratique, qui est que vous avez des choses considérées comme politiques et des choses considérées comme non politiques. En tant que journaliste, vous savez bien qu'il y a des choses qu'on appelle les faits divers, qui ne vont pas être considérés comme politiques, et puis des choses qui vont être considérées comme politiques. Ils le sont probablement de plus en plus. Le processus de politisation consiste à aller chercher dans le hors politique des éléments pour le mettre dans le politique, et ce sont ces éléments qui transitent du hors politique au politique qui attirent, qui excitent le plus les lecteurs ou les auditeurs, et qui entraînent les conflits entre eux et les oppositions les plus vives. Arnaud Esquer, ce qui a véritablement changé, et c'est notamment cela que vous étudiez, c'est le fait qu'aujourd'hui, les lecteurs de la presse, les auditeurs ne sont pas passifs, ils ont Internet, ils ont la possibilité de commenter, ils ont la possibilité de faire l'information avec les réseaux sociaux, et cela, cette technique nouvelle, est aussi un autre rapport à l'information. C'est un autre rapport à l'information, mais c'est aussi un autre rapport, je dirais, à la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, là, on postule le fait qu'on est libre de commenter comme on veut l'actualité, et notamment l'actualité politique. Ça l'est parce qu'on vit dans un état de démocratie libérale représentative, et dans les États non démocratiques, vous n'avez pas la possibilité de commenter l'actualité politique. Donc c'est ce qui nous a intéressés, c'était en fait d'entrer par le commentaire sur l'actualité politique pour montrer en fait l'importance de la démocratie telle que nous la vivons. Alors, cette idée qu'il y a une discussion politique au cœur de la démocratie, elle est souvent postulée, mais c'est notamment par quelqu'un comme Habermas, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Que l'espace public, si vous voulez, en fait, est constitutif de la vie démocratique, mais en fait, en général, on ne sait pas exactement ce que c'est que ces discussions qui sont dans l'espace public, et donc ce qui nous a intéressés, c'était, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ces discussions? Et comme maintenant, il y a des discussions en ligne, on s'est dit, on va regarder comment fonctionnent en fait ces discussions en ligne. Et c'est vrai que depuis 20 ans, ces discussions en ligne, que ce soit sur des sites dédiés de discussion à la suite dans des sites d'information ou sur les réseaux sociaux, elles ont transformé aussi la vie démocratique, et elles ont mis aussi à l'épreuve la manière dont les démocraties fonctionnent. Alors, c'est ça qui nous a intéressés, et ce qui était très intéressant pour nous, c'est de montrer cette capacité critique que chacune ou chacun a à participer à cette vie démocratique. Et alors, Luc Boltanski, est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il faut percevoir cette existence des commentaires sur les réseaux sociaux comme une nouvelle pathologie démocratique? Quel regard portez-vous là-dessus? Écoutez, c'est un problème d'actualité. C'est un des problèmes dont débattent actuellement les politiques, les journalistes. Est-ce que cet accès d'un nombre important de gens qui jusque-là
ne pouvaient qu'écrire des lettres à des journaux ou parler entre eux à la parole médiatique via les commentaires. Est-ce que ça va dans le sens de la démocratie? Alors il y a quand même un gros problème, si vous voulez. Nous, on a reposé ce problème par rapport à la question de l'engagement, en reprenant des classiques de l'engagement, comme les écrits de Sartre après-guerre sur l'engagement, de Camus, etc. Et l'engagement suppose malgré tout la responsabilité, c'est-à-dire suppose que celui qui s'engage engage son nom sur un certain thème et de telle façon qu'il puisse être reconnu par d'autres, y compris par des proches dans ce monde vécu, comme ayant eu telle position. Or, dans le cas qu'on a étudié, des commentateurs du journal Le Monde, la plupart interviennent sous forme de pseudonymes. Et d'ailleurs, des journalistes du Monde avaient réussi à faire des petits groupes de commentateurs et étaient très étonnés de voir des commentateurs particulièrement virulents se présenter comme des messieurs absolument charmants, professeurs en retraite, etc. Et donc, si vous voulez, ça crée une sorte d'irresponsabilité ou de dédoublement qui est, en ce sens, préjudiciable à la démocratie. Donc je ne peux pas vous répondre à votre question. C'est une question pendante actuellement, mais qui demanderait un encadrement certain, notamment au niveau de la question de l'anonymat et de l'engagement. Alors en tout cas, ce qui est certain, Arnaud Esquerré, c'est que ça modifie la manière dont les journalistes pensent l'actualité, puisque ces commentaires, ils les ont sous les yeux, ils en tiennent compte. Alors, ce qui ressort des enquêtes, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France, c'est que les journalistes, en fait, peuvent lire les commentaires. Certains s'en préservent parce qu'ils trouvent que c'est trop agressif, mais qu'ils n'y répondent pas. Ou alors que si dans un premier temps ils y répondent, en fait, ensuite ils arrêtent d'y répondre. Et c'est vrai qu'il y a cette question d'une interaction entre journalistes et lecteurs ou lectrices qui se pose. Merci Arnaud Esquerré et Luc Boltanski. On vous retrouve dans quelques instants. Qu'est-ce que l'actualité politique? C'est le livre que vous publiez aux éditions Gallimard. Vous serez rejoint dans quelques instants par Julia Cagé, économiste, professeure à Sciences Po Paris. Elle publie Pour une télé libre contre Bolloré dans la collection Libelle du Seuil. Il est 8h sur France Culture. « 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et dans l'actualité, il y a de l'actualité, ou plutôt la façon de la faire. Deux sociologues se sont penchés sur ce sujet, Luc Boltanski, Arnaud Esquerré. Vous publiez Qu'est-ce que l'actualité politique aux éditions Gallimard, mais il y a aussi, je crois, une télévision en France dont on parle beaucoup, et cette télévision, c'est, par exemple, allez, au hasard, CNews. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Vous êtes économiste, vous publiez Pour une télé libre contre Bolloré aux éditions du Seuil. Et si je dis qu'on en parle beaucoup, c'est peut-être parce qu'il y aurait un lien entre l'un des candidats à la présidentielle et cette chaîne de télévision, ce qui donne lieu à de nombreux débats. Tenez, un exemple. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Votre présentation est populiste. Oui, c'est d'une lourdeur. Vis-à-vis de nous, c'est pas, je trouve que c'est pas très agréable. C'est d'une. Bon, et encore, Gérald Darmanin fait partie des ministres qui acceptent de venir sur ce plateau parce qu'il y en a qui parlent de manière encore plus pitoyable de cette chaîne. Et populiste aujourd'hui, celui qui décrit les faits. Et d'ailleurs, c'est un hommage qui est rendu à CNews parce que CNews aussi, c'est une chaîne populiste, c'est une chaîne qui décrit des faits. Excusez-moi, le populisme, c'est décrire la vie des gens. Mais c'est péjoratif, c'est disqualifiant. Moi, j'ai pas envie qu'on me traite de populiste. Non, mais ça l'est pour lui. Mais oui, mais l'usage qui est fait de ce mot-là, précisément, qui s'ajoute à complotisme, qui s'ajoute à nazi, qui s'ajoute à tous ces termes qui sont diversifiés. Ah ben si on peut faire l'inventaire, l'inventaire de la Macronie, c'est ça. Populiste, il y a quand même quelques... Non. Gérald Darmanin qui nous dit depuis 10 jours, tout va bien, on a super bien travaillé parce que la délinquance baisse, la délinquance des atteintes aux biens baisse, mais il ne parle jamais des atteintes aux personnes qui sont en explosion. Apolline de Malherbe lui rappelle ça et il se met à hurler et il se dit on se croirait sur CNews. Ça veut dire qu'on parle des vrais sujets. Je rejoins parfaitement Mathieu. Il faut finalement y voir un compliment déguisé. Alors, vous avez entendu différentes voix. Il y a eu une interview
musclé entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur BFM TV avec Apolline de Malherbe et ensuite les réactions de Christine Kelly, Pascal Praud, journaliste sur CNews et des éditorialistes Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Yvan Rioufol du Figaro. Julia Cagé évoquait CNews aujourd'hui. Est-ce si important que de se pencher sur cette chaîne d'information continue qui finalement rassemble bien sûr des téléspectateurs, mais pas tant que ça? Elle n'en rassemble pas tant que ça, mais elle a un effet très fort sur l'ensemble du débat public et sur l'ensemble du paysage médiatique. Dans le livre, je cite notamment une étude que j'ai menée avec mes co-auteurs Nicolas Hervé, Camille Urvois et Maurice Engel, où on a étudié l'évolution du paysage audiovisuel en France. Et une des choses qui est frappante, en fait, c'est de voir qu'un certain nombre de chaînes, à commencer par les autres chaînes d'information en continu, font la course après CNews. Elles font la course après CNews en suivant la stratégie CNews, c'est-à-dire de moins en moins d'informations, de plus en plus de talk-shows, de plus en plus d'opinions, parce que en fait ça coûte moins cher de prendre 2 marionnettes et de les faire débattre plutôt que d'envoyer des journalistes sur le terrain. Et elle court aussi après CNews en termes de thèmes de débat. On parle plus en France du changement climatique, on parle plus du pouvoir d'achat, on parle plus des retraites, on nous parle immigration, islam, grand remplacement toute la journée, comme si c'était ça les véritables problèmes de notre société. Puis enfin, on parle de CNews parce que vous citez une faible audience entre guillemets, mais c'est la première fois dans ce pays du moins qu'une chaîne de télévision fait un candidat à la présidentielle, et c'est quand même cette chaîne-là qui a été la rampe de lancement d'Éric Zemmour. Bon, il a été employé auparavant par un média traditionnel. Je veux parler, par exemple, du Figaro. Est-ce véritablement quelque chose de nouveau, Julia Cagé, qu'il y ait des médias d'opinion? J'ai, par exemple, à côté de moi, l'Humanité. C'est un média d'opinion, un vieux journal respectable. Quelle différence entre CNews et l'Humanité? Je ne parle pas de coloration politique, parce que ça, je vois. D'un côté, vous avez un journal papier, et de l'autre côté, vous avez une chaîne de télévision. Pour ce qui est de la presse écrite, parce que c'est un marché sur lequel il est facile de rentrer, vous pouvez facilement créer un nouveau journal. Aujourd'hui, vous pouvez facilement créer un nouveau site internet d'information. On a considéré, il me semble à juste titre, que ce qu'on appelle le pluralisme externe était suffisant. Donc en fait, on a l'Humanité, mais on a le Figaro, on a Libération, on a Le Monde. On va avoir toute une pluralité des titres qui vont être respectés finalement. Enfin, on va assurer cette pluralité par une multiplication des titres. C'est pas la même chose avec la télévision. Le nombre de chaînes de télévision est relativement limité. Vous n'avez pas beaucoup de chaînes sur la TNT. Et donc on considère qu'à la télévision, il est nécessaire d'avoir un pluralisme interne. C'est-à-dire que le téléspectateur, parce que souvent les téléspectateurs zappent très peu, ça on le voit beaucoup quand on regarde les enquêtes de consommation de télé, en fait le téléspectateur va regarder uniquement une chaîne, et donc si sur cette chaîne-là il n'est pas exposé à un pluralisme d'opinion, finalement il va y avoir un impact direct de cette chaîne sur sa manière de penser, de percevoir le monde, et sur sa manière de voter aussi à la fin comme citoyen. Le fait d'imaginer, par exemple, qu'on ait une télé de commentaires, puisque finalement c'est ce que vous dites, le commentaire faisant partie d'ailleurs du journalisme, il ne faut pas qu'il n'y ait que du commentaire, mais le commentaire aussi à sa place. CNews se défend notamment en expliquant qu'il y a différents types d'opinions. Il y a des personnes qui sont perçues comme étant des personnes plutôt de gauche, d'autres qui sont effectivement perçues comme étant des personnes plutôt de droite. À CNews, le pluralisme de la chaîne est contestable selon vous? Alors, il y a deux choses. Un, ce qui est contestable, c'est qu'il s'agisse aujourd'hui d'une chaîne d'opinion. Pourquoi on a CNews? On a CNews parce qu'on a donné l'autorisation à un éditeur de diffuser sur un canal hertzien, sur une fréquence hertzienne. On a un bien public rare, qui est cette fréquence hertzienne. On donne à un éditeur l'opportunité de diffuser une chaîne sur cette fréquence hertzienne. Là, on lui donne gratuitement, alors qu'il va en retirer des bénéfices financiers. Légalement. Non, il l'a pas. Enfin, on a donné gratuitement d'abord à iTélé, puis ensuite à CNews l'autorisation d'utiliser cette fréquence hertzienne, et ça doit venir avec des contreparties. On avait donné l'autorisation de diffuser à iTélé en disant que iTélé serait une chaîne d'information en continu. Donc déjà, première chose, aujourd'hui, vous avez une chaîne qui ne respecte plus sa convention signée avec le CSA, aujourd'hui Arcom. Et ça, Vincent Bolloré l'a reconnu lui-même face au Sénat, il a dit « nous sommes une chaîne d'opinion ». Très bien, sauf qu'en fait, ils ont une fréquence pour être une chaîne d'information, donc ça serait bien qu'ils fassent de l'information. Et on va entendre... Allez-y. Il y a la question du pluralisme. C'est-à-dire que si on regarde en termes d'obligation et en termes de pluralisme, d'ailleurs, il y a encore eu un signalement hier de la part de l'Arcom, CNews
ne respecte pas ses engagements en termes de respect du pluralisme et notamment en termes de juste représentation de l'ensemble du corps politique français. Arnaud Esquerré. Oui, disons un des problèmes ou un des dangers qui peut se poser, c'est si en fait deux systèmes d'information se créent dans un même État, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que tout d'un coup ils deviennent indépendants l'un de l'autre. C'est pas le cas en France, et il faut quand même rappeler la différence entre la France et les États-Unis, ou entre l'Europe d'ailleurs et les États-Unis, c'est la place du service public qui est très importante, qui n'existe pas en fait aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'il y a aussi une hiérarchie de l'information, et que dans cette hiérarchie de l'information, des journaux comme Le Monde pour la presse papier ou le service public France Inter sont plutôt au sommet en fait de cette hiérarchie de l'information et qui sont en bonne forme. Le Monde a pratiquement 500 000 abonnés. Aussi. France Inter, et France Culture sont la matinale notamment, est très écoutée, toute la chaîne, absolument. Et donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que il y aura, ou est-ce que ça va peser sur une modification de l'information, et est-ce que ça va scinder en fait la manière de faire l'information en deux systèmes indépendants, et effectivement capter entièrement l'attention d'une partie des... En fait, c'est vraiment, Julia Cagé. C'est vraiment un excellent point. Ce qui est intéressant quand vous regardez les enquêtes qui regardent les comportements de consommation de la part des citoyens, le problème, c'est que les citoyens qui regardent aujourd'hui CNews ne lisent pas Le Monde et écoutent très peu les matins de France Culture. C'est ça fondamentalement le problème. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Non, on ne peut pas reprocher. Ce n'est pas de la faute de CNews. Qui regarde... Non, on ne peut pas le reprocher aux citoyens. Si, il faut le reprocher à CNews de ne pas garantir... qu'il y ait une fidélisation et qu'effectivement les audiences, et on en parlait tout à l'heure, les audiences ne sont pas plurielles, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des types d'auditoires par type de médias. Julia Cagé, ça aussi, ça n'est pas complètement nouveau. Non, mais ce qu'il faut reprocher à CNews, c'est de ne pas offrir à ses téléspectateurs justement ce qu'on appelle ce pluralisme interne, d'inviter de manière disproportionnée des invités d'extrême droite, des invités de droite. Là, on parle de CNews. Des commentateurs, parce que la politique, elle, est surveillée par le CSA qui veille à l'équilibre du temps de parole. Oui et non. Parce que déjà, CNews, alors là, c'est pas la seule chaîne, mais a quand même cette pratique de détourner complètement, si ce n'est la lettre, au moins l'esprit de la régulation qui est imposée par le CSA aujourd'hui, Arcom, notamment en rediffusant des meetings ou des discours, des interviews aujourd'hui la majorité et de la gauche pendant la nuit. Donc oui, vous faites le décompte à la fin de la journée, vous avez autant de droite, d'extrême droite, d'autres chaînes de gauche, mais avant. Tout est pendant la nuit. Oui, mais CNews l'a fait, il l'a fait beaucoup en période électorale, là où ça a un impact relativement différent. Et puis la deuxième chose, c'est vrai, ils arrêtent d'inviter des politiques pour inviter des commentateurs dont le discours est complètement politique. Donc là aussi, c'est une manière de complètement détourner l'esprit de la régulation. Alors juste... un petit additif à ce que vous venez de dire, à partir de la première semaine de mars, il ne sera plus possible de compenser le temps de parole politique par des rediffusions à des heures tardives où en réalité personne ne les voit, parce qu'on passera à une période où il faudra que les paroles politiques se compensent sur les mêmes créneaux horaires. On va écouter justement Vincent Bolloré, autrement dit le propriétaire de CNews, devant le Sénat. Il était auditionné le 19 janvier dernier. Vincent Bolloré, qui a construit depuis une vingtaine d'années un empire médiatique, était donc convoqué par la commission d'enquête sur la concentration et le pluralisme dans ce secteur. D'entrée, il s'est défendu, martelant que son groupe n'est pas un géant médiatique. Contrairement à ce qui est écrit un peu partout, nous progressons, c'est vrai, mais nous sommes encore tout petits. Ce qu'on peut regarder, c'est que le Vivendi d'aujourd'hui est infiniment plus petit que le Vivendi d'il y a 20 ans et qui, à l'époque en tout cas, ne posait aucun problème. Interrogé à plusieurs reprises sur ses rachats et sur les départs de nombreux journalistes lors de sa prise en main, le capitaine d'industrie s'est défendu d'avoir sacrifié des médias. Vous dites nous avons détruit, non, nous avons construit. Quand je suis arrivé chez Canal, d'ailleurs, j'ai dit je ne suis pas la cause de vos problèmes, je suis la conséquence de vos problèmes et peut-être la solution. Relancé sur la couleur politique qu'aurait pris la chaîne CNews, Vincent Bolloré s'est défendu. Oui, il a fait venir Éric Zemmour sur son antenne, mais non, il ne défend pas une idéologie. Personne n'a l'ambition ou l'intention ou l'erreur d'essayer de faire des chaînes d'opinion. Ce n'est pas dans l'objectif du groupe Vivendi Canal. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Julia Cagé, une réaction à ce que vient de dire Vincent Bolloré.
Plusieurs choses. Hein. D'abord sur le point de ne pas avoir d'intérêt finalement à avoir aidé à l'émergence de Zemmour. Il parlait sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'il a été démenti par Éric Zemmour lui-même le lendemain. La deuxième chose, parce que ça pour le coup c'est vraiment un argument d'extrêmement mauvaise foi qui a été utilisé par Vincent Bolloré. Quand il a prétendu à de multiples reprises que Vivendi était un nain. Il a même ramené des graphiques qui étaient... Bon, alors ça passe pas très bien à la radio, des graphiques, mais vous aviez vraiment des très gros cercles. Des problèmes de mise à l'échelle. Au bout, il y avait un minuscule petit cercle. On voyait Vivendi. Bon, il comparait Vivendi avec des entreprises qui n'étaient pas comparables, puisqu'elles n'agissaient pas sur les mêmes marchés, par exemple Google, Facebook, Amazon. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la comparaison historique était également erronée. Le fait que Vincent Bolloré ait été devant le Sénat, c'était pas pour l'ensemble des activités de Vivendi, c'était par rapport au pôle média. Or, sur le pôle média, vous avez eu un renforcement extrêmement fort. Bolloré rentre relativement tard, en fait, dans le secteur audiovisuel français. Il y rentre avec la TNT, la prise de contrôle par Vivendi de Canal, c'est 2015. Prisma Media, c'est-à-dire le plus grand groupe de presse magazine en France, c'est 2020. Donc il n'était pas dans la presse magazine jusqu'il y a un an et demi. La prise de contrôle aujourd'hui sur les médias de Lagardère, Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match, c'est en train de se jouer aujourd'hui. Donc ce sur quoi on s'interroge là, c'est vraiment sur des phénomènes récents. Ce à quoi il faut ajouter dans l'actualité également, et ce qui est extrêmement embêtant, c'est-à-dire que c'est pas simplement le problème des médias Bolloré, c'est que Vincent Bolloré est en train de mener une OPA beaucoup plus large sur l'ensemble du secteur des idées. C'est la prise de contrôle d'Hachette qui ferait un espèce de monopole sur le secteur de l'édition en France. On va en reparler, mais auparavant, il a raison, Vincent Bolloré, lorsqu'il dit qu'il n'est pas un problème qui n'est pas à l'origine des problèmes de Canal+, qu'il est venu racheter un groupe qui connaissait des difficultés financières. En fait, Canal+ se portait beaucoup mieux en termes de résultats financiers, en particulier en termes de résultats d'audience, avant la prise de contrôle par Vincent Bolloré. Le marché n'était pas le même, dirait-il. Peut-être que c'était le marché n'était pas le même. Il n'y avait pas les mêmes concurrents. Ça n'a pas été la solution. Non, il y a une différence de marché, puis surtout, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits. Il y a eu la suppression du Grand Journal, il y a eu la suppression des Guignols de l'info, il y a eu la perte des droits du sport. C'est-à-dire qu'on a vu une érosion des abonnements qui était la conséquence directe d'un certain nombre de choix éditoriaux qui, en plus de mettre à mal l'indépendance du travail des journalistes sur Canal, puisque notamment il a supprimé la cellule investigation, a priori ont quand même fait partir un certain nombre d'abonnés. Il a fait toute une série de choix, évidemment, puisque aujourd'hui c'est le propriétaire de Canal+, mais Julia Cagé, est-ce que ça n'est pas inhérent au caractère naturellement privé de l'entreprise qui permet à un actionnaire de faire de cette entreprise ce qu'il veut? Alors encore une fois, on ne peut pas parler pour une chaîne de télévision d'une entreprise uniquement privée. C'est une entreprise privée qui utilise un bien public, et ce bien public, ce sont les fréquences hertziennes. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. S'il ouvre une boulangerie, Vincent Bolloré, qui veut faire du pain avec du chocolat blanc plutôt qu'avec du chocolat noir, très bien, qu'il fasse du pain en pépites de chocolat blanc, ça il a le droit. Quand il fait une chaîne de télévision, là il utilise un bien public et ça doit venir avec un certain nombre d'obligations. Luc Boltanski. Oui, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'un pluralisme interne et externe des médias qui diffusent l'information sur l'actualité. Mais je pense qu'il faut quitter l'attitude consistant à considérer que les lecteurs ou les auditeurs de la radio ou les spectateurs de la télévision sont des agents passifs qui sont toujours manipulés. Je pense qu'on a trop insisté. D'ailleurs, la sociologie des médias, Descartes et Lazarsfeld ont montré le rôle extrêmement actif des spectateurs, des auditeurs, etc. Et nous pouvons en dire un tout petit quelque chose à partir de notre matériel, puisque nous avons travaillé sur 120 000 commentaires donnés par des commentateurs du abonné au Monde. Eh bien, je dirais que dans une large mesure, les problèmes qui les intéressent et qui sont liés à ce que
écrit Le Monde, puisqu'ils répondent par rapport à ce qu'on appelle des prétextes, c'est-à-dire des textes sur lesquels dont ils contestent l'interprétation, etc. Eh bien, ils ont des préoccupations qui ne sont pas très loin de celles d'un spectateur de CNews. Donc, si vous voulez, je pense que y compris depuis des positions progressistes ou réformistes, il est très important de revenir aux personnes elles-mêmes et pas seulement d'avoir des boucs émissaires comme Bolloré, ce qui ne veut pas dire du tout que j'approuve l'action de quelqu'un comme Bolloré. Mais ce qui veut dire, Julia Cagé, si on reprend effectivement ces remarques adressées, que l'opinion publique ne se manipule pas, ou en tout cas ne se manipulerait pas à la manière d'une cire qui on donnerait la forme que l'on veut. En fait, il y a des citoyens qui sont plus ou moins actifs. Et c'est vrai que si vous prenez notamment les abonnés au Monde, c'est-à-dire le fait de payer pour aller voir un contenu, ils vont être plus actifs que le citoyen en moyenne. Je fais une comparaison à la fin du livre, c'est avec l'industrie du tabac. Pendant longtemps, quand vous preniez une cigarette dans votre paquet de cigarettes et que vous la fumiez, vous n'étiez pas responsable du fait d'aller attraper un cancer. Parce que personne n'allait vous dire « Attention, si vous fumez cette cigarette, il y a du goudron, il y a des mauvais produits, etc. » Donc vous étiez une espèce de victime passive de l'industrie des cigarettes. Aujourd'hui, vous êtes une femme enceinte, vous prenez un paquet de cigarettes, vous allez avoir une femme enceinte sur le paquet de cigarettes avec un ventre énorme et une croix rouge en disant ne pas fumer. Bon, là, c'est quand même un peu votre responsabilité si vous fumez cette cigarette. Ce qui s'est passé avec CNews, quand la chaîne est reprise par Vincent Bolloré, en 2015-2016, c'est assez intéressant. Hein. iTélé est plutôt une chaîne marquée à gauche dans le paysage médiatique et dans le paysage notamment des chaînes d'information en continu, en particulier parce que c'est une chaîne qui veut se distinguer de LCI. Et en fait, le virage à droite et aujourd'hui à l'extrême droite s'est fait au fur et à mesure de la reprise de contrôle par Vincent Bolloré. Alors forcément, vous pouvez avoir des citoyens plus proactifs qui se rendent compte du projet politique de Bolloré et qui décident de quitter CNews. Et puis pour plein d'autres citoyens, ils regardaient simplement une chaîne d'information qui était censé les informer, qui a complètement changé de discours, qui leur a imposé un discours différent. Et pour une partie de ces citoyens en situation davantage de passivité, ça a un impact direct sur leur perception du monde et donc sur leur comportement politique. Arnaud Esquerré. Oui, je crois que la question que pose Bolloré par rapport à d'autres actionnaires privés, il y a eu un article d'ailleurs dans le Canard enchaîné il y a une semaine qui le disait, c'est que c'est un patron qui intervient directement comme conseiller, alors là c'était en l'occurrence à propos du cinéma, c'est-à-dire qu'il intervenait dans le choix lui-même des films, etc. Et ça effectivement c'est différent de ce à quoi on est habitué par rapport à un certain nombre d'actionnaires privés dont les patrons n'interviennent pas forcément sur la sélection en fait de ce qui est montré à l'antenne. Bon, c'est un patron qui patronne, mais alors qu'est-ce que l'on peut faire concrètement, Julia Cagé, sachant que la propriété privée étant ce qu'elle est, vous avez évoqué donc la question donc de la fréquence qui, selon vous, induisait un certain nombre de devoirs puisque c'est un bien public. Est-ce que vous avez des propositions à cet égard, sachant malgré tout qu'il y a aujourd'hui en France des organes de régulation, peut-être selon vous ne remplissent-ils pas leur mission? Il faut rajouter un certain nombre de conditions aux conventions qui lient aujourd'hui les chaînes au CSA Arcom. Je reprends dans le livre Pour une télé libre un certain nombre de propositions qu'on porte depuis un an avec mon co-auteur Benoît Huette. On avait écrit un livre L'information est un bien public dans lequel on avait proposé une loi de démocratisation de l'information. En particulier, je pense que pour ces chaînes, et je peux vous dire que beaucoup de journalistes qui travaillent sur CNews en fait seraient en demande de ça, il faut renforcer l'indépendance des journalistes justement parce que Bolloré est un actionnaire qui intervient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une gouvernance paritaire des médias, avec une représentation de la moitié des salariés au conseil d'administration. Ça veut dire donner la possibilité aux journalistes de pouvoir voter sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction, afin qu'il y ait un espèce de tampon entre l'actionnaire et les journalistes. Ça veut dire aussi, dans les propositions qu'on porte avec Benoît Huet, avoir une obligation d'investissement d'une partie du chiffre d'affaires en masse salariale, et notamment pour les journalistes, pour aussi garantir qu'une chaîne de télévision fasse suffisamment d'informations.
Donc on déroule tout cet ensemble de propositions. Au-delà des propositions, je veux juste rappeler une étude. Parce que là, on s'interroge, est-ce que CNews va avoir un impact direct? Est-ce que les citoyens sont plutôt passifs ou actifs? En fait, on sait ce que ça va avoir comme impact, notamment grâce à une étude qui a été faite aux États-Unis dans le cadre de la chaîne Fox News. Aux États-Unis, la chaîne Fox News, elle n'a pas été introduite en même temps sur l'ensemble du territoire. Elle a été introduite au fur et à mesure dans les différentes villes en fonction des caractéristiques du réseau câblé, donc de manière plus ou moins aléatoire. Et du coup, on peut comparer les villes où les citoyens ont été exposés à Fox News avant l'élection de 2000 et les villes où ils ont été exposés à Fox News beaucoup plus tard. Et ce qu'on voit, c'est une progression très forte du vote républicain dans les villes où Fox News a été introduite en premier. Et quand on regarde en termes de taux de persuasion, on voit qu'entre 10 et 20% des téléspectateurs exposés à Fox News ont été convaincus par Fox News de voter républicain. Donc c'est pas tout le monde, et c'est ça qui est rassurant. C'est pour ça que l'opinion n'est pas entièrement manipulable et qu'on n'a pas un seul actionnaire qui va faire l'opinion et le débat public français. Mais ça veut dire quand même que vous avez une partie non négligeable de l'opinion qui de fait est manipulable. Et pour moi, la responsabilité de la puissance publique, c'est de protéger les citoyens face à ces tentatives d'OPA sur les idées. Il y a beaucoup de sociologues, de philosophes qui se sont penchés sur l'importance du débat public dans la démocratie. Vous évoquiez Jürgen Habermas, à cet égard Luc Boltanski. Est-ce qu'il n'est pas possible justement de considérer que le débat public, il ne naît pas par magie, il faut également le réguler pour que celui-ci ait cours? Le rôle de l'information est de donner des informations, des médias, et de donner des informations vraies. Donc la question des faits que le vrai est tout à fait centrale. Toujours quelque chose Au niveau des interprétations, les interprétations peuvent être justes ou tout à fait fausses ou nocives, mais l'interprétation peut très difficilement être précontrôlée et les processus dont on parle à l'instant ne sont pas simplement des processus médiatiques. C'est pour ça que nous sommes passés sur l'actualité, non pas seulement sur les médias. L'actualité, c'est ce à quoi chacun d'entre nous contribue par ses opinions, par ses conversations, par ce qu'il dit. Et donc ce sont des processus de politisation. Et les processus de politisation, ceux qui devraient y être le plus sensibles devraient être les gens qui font de la politique et qui très souvent veulent simplement ignorer les processus de politisation qui sont en cours et n'écoutent pas les personnes. Les personnes ont des choses à dire, elles ont des choses dont elles ont peur. Le rôle de la menace est tout à fait central dans la vie politique et cette menace n'est pas prise en compte. Juste remarque, Julia Cagé, il y a malgré tout des hommes politiques qui ne sont pas exactement de la sensibilité qui pourrait être celle de CNews. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez été auditionné par eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Les hommes et les femmes politiques, jusqu'à présent, n'ont quand même pas fait grand-chose pour contrer l'influence de Vincent Bolloré, que ce soit sur les médias ou aujourd'hui sur le secteur de l'édition. Alors justement, comment expliquer ce paradoxe? Le paradoxe, c'est que d'une certaine manière, plus Vincent Bolloré devient gros, et notamment plus Vincent Bolloré devient gros dans le secteur des médias, plus les hommes et les femmes politiques ont peur d'aller y toucher, ont peur de réguler, ont peur de se le mettre à dos. Parce qu'aujourd'hui, vous vous mettez à dos Vincent Bolloré, vous vous mettez à dos CNews, Canal+, C8, Europe 1, Prisma Média, Voici, Gala, le Journal du Dimanche, Paris Match. Et puis il faut savoir quand même la violence avec lesquelles les chaînes de CNews, les chaînes de Vincent Bolloré peuvent parfois réagir. Je veux juste prendre l'exemple d'une chercheuse, Claire Secaille, qui a fait un très bon travail sur la couverture, la surreprésentation d'Éric Zemmour sur TPMP, l'émission de Cyril Hanouna. Depuis qu'elle a publié ce travail, qui est un excellent travail de recherche fait par une excellente chercheuse au CNRS, elle s'est pris une volée de bois vert, pour le dire poliment, de trolls, d'insultes sur les réseaux sociaux, y compris sur la chaîne, par Cyril Hanouna, qui l'a traité de frustrée, de menteuse, une formule un peu, vous savez, à la Darmanin. Et à l'arrivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de courage pour y aller, pour dire ces vérités à Vincent Bolloré. Malheureusement, les politiques manquent parfois un peu de courage. Et puis l'autre problème, c'est que les journalistes sont quand même pas les citoyens les mieux aimés. Donc les politiques font aussi souvent le pari qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner.
Julia Cagé pour une télé libre contre Bolloré, c'était aux éditions du Seuil. Luc Boltanski, Arnaud Esquerré, qu'est-ce que l'actualité politique? C'est aux éditions Gallimard. Je vous propose d'accueillir mes deux camarades Quentin Lafay, Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et maintenant, en matière environnementale, Quentin, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Oui, et pour atteindre ses objectifs en matière climatique, la Chine renforce la surveillance et le contrôle citoyen. Géraldine, dans votre carnet de philosophie, vous n'allez pas revenir sur l'échange entre Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe. Non, mais plutôt sur l'injonction au calme qui donne envie, généralement, de faire l'inverse. France Culture. L'esprit d'ouverture.